on est chercheur, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Élodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Emeline Richard-Millot est une chercheuse en postdoc qui, après une thèse à Grenoble, est en train de monter sa start-up Glycoflu qui cherche à développer une nouvelle génération de médicaments antigrippaux. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Emeline, comment ça va ? Bonjour Élodie, ça va très bien, merci, et toi ? Très bien, alors je voulais juste dire à nos auditeurs que moi je suis dans le studio chez Jean et que donc toi tu es au labo à Grenoble. Tout à fait. Donc on fait ça en mode Covid. Alors toi, t'as un parcours un petit peu différent des autres invités. À quelle étape tu en es de ta start-up ? Alors, à quelle étape j'en suis ? En fait, je suis à la fois en maturation et puis en même temps, là, je vais rentrer en phase d'incubation pour créer la start-up environ dans une petite année. Donc là, elle n'est pas encore créée, c'est ça ? La start-up n'est pas créée, mais en ce moment, en fait, je travaille vraiment à 100% à la préparation de la création. Donc c'est un postdoc start-up, en fait ? Oui, c'est ce qu'on appelle les postdocs CDD maturation qui sont en fait créés par les SAT. Donc moi à Grenoble, c'est la SAT Linxium qui en fait m'a financée pendant presque 18 mois pour vraiment que travailler sur mon projet de valorisation pour arriver à une création de start-up. Et comment est venu le projet sur lequel vous montez cette start-up ? Le projet, c'est lui qui est venu à moi et pas l'inverse en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectué ma thèse au CERMAV sur une techno qui me passionne depuis des années, sur laquelle je travaillais déjà en master avant. Enfin voilà, une techno d'ingénierie métabolique pour la production de sucre. Pendant ma thèse, j'étais sur une toute autre application. Et puis en fait, à la fin de ma thèse, un chercheur avec lequel j'avais déjà travaillé est venu me chercher, il m'a dit « Écoute, moi j'ai un postdoc à te proposer. Ça a quand même un potentiel de valo assez fort. Pourquoi pas une création de start-up ? Est-ce que ça peut t'intéresser ?» Et moi j'ai dit go. Ça me permettait de continuer à travailler sur cette techno qui me passionne depuis des années. Après je me suis dit on va déjà découvrir, ça démarrait par un CDD de postdoc d'1 an. On va voir ce que ça donne et puis on verra jusqu'où mène l'aventure. C'était une techno un tout petit peu différente que celle sur laquelle vous bossez maintenant, c'est ça ? Alors ouais, au démarrage, effectivement, Eric Samin, qui est donc le très brillant chercheur avec lequel je travaille, avait déposé un brevet sur une techno pour toujours la même valorisation qui était des agents antigrippaux. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an, on s'est aperçu que notre techno, finalement, elle était complètement obsolète. Elle avait un gros verrou techno qu'on pourrait pas lever. Donc on était déjà en contact avec la SAT Linxium, etc. Donc on avait déjà une volonté de créer une start-up. Et puis finalement, c'est complètement tombé à l'eau avec ce verrou techno qu'on n'a pas réussi à lever. Donc ça a été un petit bas. Mais en fait, en parallèle, j'avançais toujours sur une application antigrippale, mais sur un autre volet technologique, une autre techno pour arriver à une molécule. Et là, on a réussi à découvrir finalement une molécule avec un très très haut potentiel, une grosse activité biologique. Et du coup, l'aventure est repartie. Alors voilà, du coup, c'était sans brevet, sans pays, mais avec finalement la volonté et puis le soutien de la SAT Linxium de continuer le projet, même avec une autre technologie. Donc c'est ce que tu me disais un petit peu, c'était un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'au départ vous êtes parti sur une techno et puis au final il y a eu un gros bas parce que ça n'a pas marché et puis d'un coup finalement il y a eu cette nouvelle technologie qui marche et puis boum, vous avez lancé le truc et c'est allé très vite, c'est ça ? Oui, ça allait très vite parce qu'on a la chance d'avoir un super partenaire qui est le laboratoire Virpat à Lyon. Ils sont vraiment le centre de référence sur les maladies infectieuses et notamment sur la grippe en France et reconnu internationalement et du coup les choses ont pu avancer très très vite. Par cette complémentarité entre nous, les molécules qu'on était capables de synthétiser, et eux, les tests qu'ils étaient capables de faire. Donc ça nous a permis vraiment de rebondir finalement assez rapidement. Et du coup, fin 2018, finalement, l'aventure elle est repartie avec cette nouvelle technologie. Et vous allez être 5 cofondateurs, c'est ça, dans cette start-up ? Tout à fait. On va être 5. Et tu les as rencontrés comment, ces 4 personnes ? Il y a le noyau dur initial, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Eric, avec lequel je travaille depuis le début. Qui est venu te proposer le projet, c'est ça, Qui est venu me proposer le projet. Lui, il a toujours été très moteur dans tout ce qui est valorisation. Il a beaucoup de brevets à son actif.
Voilà, il a toujours été très porté valorisation. Donc complètement partant pour l'aventure. En plus, voilà, c'est un jeune retraité d'une longue carrière académique, donc qui compte vraiment consacrer son temps maintenant à un autre projet, la création de start-up. Et donc 2 autres cofondateurs, ce sont aussi nos partenaires de la première heure, puisque c'est nos partenaires du laboratoire Virpat, nos partenaires biologiques, qui eux sont cofondateurs, mais resteront quand même en conseil scientifique, parce qu'ils garderont leur poste au laboratoire. Et puis, en fait, on s'est quand même rendu compte que moi, même si voilà, j'avais cette volonté quand même de potentiellement occuper un poste de CEO, de me former vraiment à l'entrepreneuriat, d'apprendre, on était quand même 4 personnes issues de la recherche académique. Et puis moi, j'avais pas quand même envie de lâcher le volet techno. Voilà, moi, c'est comme je t'ai dit, cette techno, elle me passionne depuis des années. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de poursuivre, sur lequel j'ai envie de continuer à travailler. Et donc on s'est rendu compte que quand même ce serait bien de renforcer l'équipe avec quelqu'un qui a un profil un petit peu plus business, tout en restant scientifique, mais un petit peu plus business, un petit peu plus tourné industrie. Et dans ce cadre-là, c'est par des connaissances dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on a fait la connaissance de Paul Bonabel, qui était aussi en recherche d'un projet à accompagner, à porter avec nous, qui est lui issu de l'industrie pharma et qui du coup sera cofondateur à nos côtés. Et puis on a aussi la Satlincium qui sera cofondateur avec nous. Ça fait du monde, mais c'est bien justement, vous avez tous des profils un petit peu différents. Quel a été le déclic au final pour toi pour te dire allez c'est bon, je me lance, on y va? C'est d'avoir trouvé cette techno? Moi j'envisageais pas du tout l'entrepreneuriat avant, si tu veux. Pendant jamais, ma thèse, t'y as jamais pensé? Okay. Non. Pendant ma thèse, déjà j'avais un projet moi qui s'y prêtait pas forcément, qui avait pas forcément un gros potentiel de valorisation. Et pour moi, après c'est mon point de vue assez personnel, je trouve que cette volonté finalement, elle doit naître d'un projet, quoi. Je trouve que c'est le projet qui porte un certain potentiel de valorisation qui nous pousse à nous poser la question. Est-ce que, moi c'est vraiment le projet qui m'a porté et qui m'a fait me demander est-ce que je me sens, est-ce que j'ai envie de poursuivre l'aventure. C'était des questions très portées sur l'humain, c'est-à-dire que j'ai toujours eu parfaitement confiance en Eric. Donc à partir du moment où Eric m'a dit moi j'ai envie d'y aller, je sens que ça peut le faire, je me suis quand même appuyée sur son expérience et son expertise. Et puis après il y a aussi la rencontre avec la Satlincium. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai senti, à travers cette structure, à travers les personnes avec qui j'ai pu échanger, que j'aurais l'accompagnement nécessaire pour apprendre le métier. Voilà, pour me former à ce métier d'entrepreneur, alors que moi, tout ce que je connaissais jusque-là, c'était de la recherche académique. C'était le labo, quoi. Donc en fait, le déclic, c'est de te dire, je vais pouvoir apprendre. J'ai les gens qu'il faut. C'est ça, je vais pouvoir apprendre. Et j'ai confiance en les personnes qui me disent que ça peut le faire. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs, c'est assez drôle de dire que voilà, la start-up au final c'est une aventure humaine avant tout et du coup trouver les bonnes personnes avec qui on va s'associer et qui vont nous aider à porter le projet, c'est au final souvent le gros moteur de la motivation, quoi. Tout à fait, c'est vraiment un métier nouveau qu'on apprend quand même. C'est un écosystème complètement différent qu'on ne maîtrise pas. Vocabulaire différent. Un vocabulaire tout à fait différent. Alors ça, j'en apprends encore tous les jours, c'est pas tous les jours simple. Mais comme dans la science en fait, quand on entre dans la science, c'est la même chose, on apprend un nouveau vocabulaire. Donc finalement, pourquoi pas en apprendre encore un? Tout à fait, on est habitué, c'est juste différent, mais pareil différent, quoi. On apprend, on continue d'apprendre. C'est ça. Pareil différent, c'est très très beau ce que je viens de dire. En fait, on continue d'apprendre. Tu as participé à ePhD, tu as gagné d'ailleurs ePhD, c'était 2018, c'est ça? 2019 2019. Ouais, la remise des prix a même été en 2020 du coup. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce concours? Alors, le concours ePhD, il m'a été présenté par la Satlincium. D'accord, donc le concours ePhD, un petit mot, c'est un concours... tiens, tu peux peut-être en parler mieux que moi. Le concours ePhD, c'est un concours qui est proposé aux doctorants ou jeunes docteurs de moins de 3 ans de thèse qui ont un projet soutenu par un organisme de valorisation type SAT ou OTT, pour aller vers de la création de start-up. Et toi, t'étais pile poil, c'est ça, t'étais déjà en postdoc? Alors moi, oui, ça a été un peu la course au final, parce qu'on venait un petit peu de rebondir sur notre nouvelle techno, donc de re-rentrer en contact avec la Satlincium, de se dire allez go, on tente, on va se faire financer la maturation pour poursuivre, voilà.
Et genre le lendemain, je crois, ils m'ont dit « Oh là là, faut vite que tu te dépêches, c'est ta dernière année pour postuler à IPHD, ce serait super important, vas-y, tente. » Et puis go. Donc moi, ça a été quand même la première fois que j'ai pu structurer le projet en participant au concours. Voilà. Que j'ai pu me poser et vraiment me dire « Bon, allez, vas-y, passe en mode start-up, go. » Rédiger mon premier dossier, vraiment structurer les choses. Et puis pour moi, ça a été aussi un premier test. C'est-à-dire, quand je présente le projet, comment il est perçu par des gens qui sont vraiment moteurs dans la création de start-up deep tech en France. Voilà. Est-ce que mon projet a sa place dans cet écosystème ? C'était une validation de votre projet, en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. C'était la première sortie, en fait, de Glycoflux du laboratoire pour aller vraiment vers un projet allez, go, on se lance, on tente la création de start-up. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Il me semble que quand on en discutait, tu m'as dit que ça t'a apporté un réseau aussi, de rentrer dans l'écosystème. Tout à fait. Voilà, cette première validation, donc ça c'était quand même, en termes de confiance, c'était quand même assez important. Ça m'a apporté, bon après il y a des prix avec IPHD qui sont une formation, un programme de mentoring et puis une learning expédition dont je reviens juste, qui était super sympa. Donc c'était voilà, ça c'était très enrichissant, mais moi ce que j'ai surtout retenu c'était c'était un réseau. C'était déjà de rencontrer d'autres doctorants, jeunes docteurs qui étaient dans la même situation que moi, qui cherchaient à sortir du laboratoire pour créer leur structure. Et puis voilà, et puis tout un réseau autour de l'écosystème deep tech, que ce soit au sein de la BPI, et puis par exemple ça m'a permis de te rencontrer, Elodie. Oui, tout à fait. Donc ça a quand même donné une visibilité à Glycoflux. Ça a donné une visibilité, et puis toi, ça t'a fait rencontrer des gens au final. Et puis une validation, c'est vrai que c'est important aussi de se dire, surtout que la techno, vous y aviez pensé il y a très très peu de temps au final, juste avant de participer à ce concours. Donc au final, c'est vrai que tout ça, ça doit faire du bien. C'est quoi les prochains, donc monter la start-up, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, choses que vous allez faire Tu m'as parlé d'éventuellement iLab aussi ? Ouais, tout à fait, c'est ça. Là, je rentre en incubation normalement pour le mois de décembre. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir préparer iLab. Voilà, la Satlixium est toujours très moteur dans l'aide à la préparation de ces concours, que ce soit pour IPHD ou pour iLab. Et du coup, je vais vraiment compter sur eux aussi pour préparer ce concours, qui sera du coup quelque part la première subvention pour la future start-up. Et donc là, les étapes en fait pour la création, rapidement, c'est quoi exactement ? Et du coup, la première étape, ce sera iLab. Ouais. Après, ce sera de discuter avec mon laboratoire pour convenir d'une convention d'hébergement. D'accord. Et puis après, de l'administratif pour créer les statuts et puis créer la start-up. Parce que du coup, les manips, vous les ferez dans votre labo, là où vous êtes, là où t'es en postdoc, c'est ça ? Tout à fait. On va chercher à continuer à être hébergé au sein du CERMAV. On a toutes les infrastructures qu'il faut pour poursuivre au moins pendant 2-3 ans encore les avancées de Glycoflux. Oui, histoire de ne pas avoir votre propre labo, mais de pouvoir utiliser, parce que ça, je suppose que c'est, en termes de financement, c'est... Tout à fait, ce sera dans un second temps, avec une deuxième levée de fonds. Super. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un conseil pour les gens qui pensent soit participer au concours, soit se lancer dans une start-up comme tu es en train de le faire ? Je leur dirais de pas hésiter. Voilà, moi, même si ça m'avait pas traversé l'esprit, ce que je me suis dit, c'est que je sentais que j'allais être épaulée et surtout, pour moi, ça allait être que du positif en termes d'expérience. C'est-à-dire que ça marche ou que ça marche pas, j'allais quand même gagner en compétences en faisant un postdoc qui était quand même différent d'un postdoc purement académique. J'étais quand même sur un postdoc où il y avait aussi une grosse formation à l'entrepreneuriat et pour moi, ça allait être des compétences que de toute façon, j'allais valoriser un jour ou l'autre. Que la création de start-up se fasse ou pas, que la start-up vive pendant 2, 3, 5 ou 10 ans. Enfin, dans tous les cas, pour moi, je me disais que ce serait une très belle expérience à valoriser ultérieurement. Oui, que tu allais de toute façon apprendre quelque chose. Hein. Tout à fait. Et puis, j'aurais peut-être un conseil un petit peu plus spécifique pour les jeunes femmes qui, comme moi, vont chercher à se lancer. Moi, je l'ai fait en étant maman de 2 enfants. J'ai choisi de quand même pas mettre ma vie de perso de côté. Et ça me semble, pour l'instant, en tout cas, tout à fait réalisable. Voilà, on peut arriver à trouver un équilibre entre son travail, sa vie perso. Et l'entrepreneuriat, effectivement, c'est quelque chose qui est impactant au niveau personnel aussi. Mais tout est possible, tout est réalisable et j'espère en être un petit peu la preuve. On en reparlera dans quelques années, mais en tout cas, pour l'instant, tout me semble envisageable. En tout cas, c'est pas un frein à se mettre. Ouais, c'est rassurant. Et puis on va suivre l'aventure Glycoflux de toute façon.
Merci beaucoup Emeline pour ton témoignage et puis bonne journée. Et merci à toi Elodie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.